Quatrième et dernière partie de cette journée Cyber Sud. Et cette fois-ci, on va faire quelque chose qu'on a rarement la chance de pouvoir faire. On va vous présenter un petit peu tous les métiers qui font partie du domaine de la cyber. On aura un RSSI, un pentester, un manager d'équipe SOC, un consultant et un coordinateur en gestion de crise. Et l'idée, ça va être de voir quels sont les liens et les relations entre ces différents métiers pour peut-être vous aider à y voir plus clair et pourquoi pas vous inspirer pour votre future carrière. Pour ceux qui sont habitués de la chaîne, vous allez peut-être même voir un visage plutôt familier. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par Charlie, qu'on connaît bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier? Qu'est-ce que c'est un pentester? Qu'est-ce que c'est les tests d'intrusion? Dans quel contexte ça se fait? Alors en général, on est tous à peu près familiers avec le terme de l'audit, qu'il soit informatique ou pas. L'audit, c'est en général une photographie. C'est faire un constat. L'analogie que j'aime bien faire avec l'audit, c'est le contrôle technique pour ces voitures. Vous allez amener votre véhicule dans un garage qui dispose d'experts et qui va attester de l'état de votre véhicule et de ce qui est conforme ou pas avec une norme. Sur l'audit informatique, c'est globalement pareil. L'audit informatique se fait sous plein de portées, sous plein de types différents. Il y a l'audit de config, l'audit architecture, organisationnel et le pentest qui a sa petite particularité. Donc on va appeler ça pentest en anglais, penetration test, test d'intrusion. Et en fait, le test d'intrusion, c'est un audit qui se veut offensif, éthique, qui n'a pas pour objectif d'arriver aux mêmes conclusions que l'attaquant, c'est-à-dire de détruire ou de voler quoi que ce soit. Alors dans certains cas, oui, voler pour démontrer que c'est possible, mais en tout cas, on ne va pas chercher à nuire aux activités de notre client, ce serait con. Par contre, on va le faire de la même manière que l'attaquant. Ça permet en fait pour le client pour lequel on produit cette photographie de savoir ce qui va, de savoir ce qui ne va pas, de savoir comment faire pour corriger certaines failles, et d'avoir aussi en fait une bonne idée de où il se positionne vis-à-vis des attaquants. Donc par exemple, pour un client médical par exemple, on va essayer d'identifier quels seraient les types de profils qui vont attaquer ce genre de client-là. Est-ce que c'est des profils plutôt opportunistes? Est-ce que c'est des profils étatiques? Est-ce que c'est des gens très experts ou pas? Et on va essayer de répliquer à peu près leur comportement dans plein de types de tests d'intrusion différents. Mais globalement, ce test d'intrusion, c'est un audit. Tu nous parlais tout à l'heure de reproduire des attaques type d'attaquants. J'imagine que tu as un cadre légal qui est bien tiré à quatre épingles autour de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui est défini comme cadre? Quel peut être le danger éventuellement si c'est mal fait? Est-ce qu'il y a des avocats spécialisés dans ce genre de dossier? Ce qui paraît quand même évident, c'est que quand on n'a pas le droit de tester ce genre de choses, on le fait pas. Et c'est pas juste une question de compas moral. Il y a une vraie question de droit là-dessus. Un truc qui a été modifié dernièrement, je crois, assez récemment dans le droit en France, et ça concerne peut-être l'Union européenne, je sais rien. Je crois que c'est l'intention, notamment dans le cadre d'activités de bug bounty pour des sites par exemple qui sont pas référencés pour un programme ou pour des clients qui n'auraient pas prévu en fait de pentest, etc. Si demain vous trouvez une vulnérabilité sur un système, vous n'allez pas forcément en prison. Si vous reportez cette vulnérabilité à l'ANSSI, à des agences compétentes, aux clients, etc., et que vous faites ça dans les règles et que vous quelque part démontrez dans votre process que vous n'aviez pas l'intention de nuire, normalement ça devrait bien se passer. Nous, dans nos activités au quotidien, on fait très attention à borner tout ça. Quand un client nous demande un test d'intrusion, on va parler avec les bons acteurs chez ce client-là. On va bien borner le périmètre, savoir ce qu'on touche et savoir ce qu'on touche pas. C'est vachement important de rester dans ce périmètre-là, dans notre métier. D'avoir un suivi, des traces comme quoi on nous a donné le go là-dessus. Pour nous, si jamais il y a le moindre problème, dire attendez, nous on a fait ce qu'il fallait en tant que professionnel, éthique, on ne montre pas de blanche. Juste pour être clair, qu'est-ce qu'on risque si on fait n'importe quoi avec ça? C'est de la prison, c'est la boîte qui ferme? Ce qu'on risque, c'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros d'amende et probablement du 2 ans de prison. Maintenant, ça dépend aussi en fait de la gravité de l'acte. Si on va faire en fait du ransomware sur un énorme groupe ou sur du gouvernement, etc., sur de l'étatique, oui, là, on va avoir des problèmes. J'aimerais aborder un autre métier de la cyber. Du coup, j'aimerais que David Müller, tu puisses nous expliquer un petit peu quel est le rôle d'un RSSI, DSI. Donc DSI, directeur des systèmes d'information. Donc ma problématique dans ce domaine-là est plutôt de construire l'axe des solutions à mettre en place au niveau des besoins métiers de la société. Donc on va construire aussi bien des éléments pour les équipes R&D, que des éléments pour les équipes finance, que des éléments pour les parties réglementaires.
et c'est gérer les liaisons de ces différents systèmes, les interconnexions, gérer derrière le déploiement jusque j'ai des équipes d'infrastructure et cloud, j'ai des équipes de support IT, j'ai des équipes qui sont plus liées au périmètre métier. Donc ça, c'est plutôt ma casquette DSI. Comme je m'ennuyais un peu, je me suis dit, allez, on va se rajouter une casquette en plus qui est RSSI. Le RSSI, c'est un métier tranquille, vous n'avez pas de stress, vous le vivez très bien. Et dans ce périmètre-là, on a tout ce qu'on a cité avant, la partie analyse qui se passe bien, jusque mettre en place plutôt des solutions liées au périmètre cybersécurité. Par exemple, vous allez mettre en place des contrôles d'accès à certains niveaux. Le RSSI, il a une problématique d'analyser son périmètre, de savoir en fait quels sont les éléments de son SI, de connaître ses collaborateurs. Donc en fait, on intervient aussi bien avec des pentesters, on va intervenir avec des consultants sur des problématiques de sensibilisation. On va avoir besoin d'avoir des systèmes qui vont permettre d'analyser les événements qui se produisent au niveau de notre SI, au niveau d'un produit, au niveau, dans notre cas, d'un dispositif médical. Donc en fait, on a la surveillance sur ces systèmes. Le RSSI, il doit analyser en fait toutes ces problématiques, mettre en place un axe stratégique, savoir quels sont les éléments qu'il va devoir traiter dans un premier temps et décliner jusqu'aux éléments moins prioritaires. On va passer à Thomas. Qu'est-ce que c'est le métier de consultant? Parce que c'est un terme qui est extrêmement large, qui peut aborder tous les métiers en fait. Donc, déjà, quel est ton boulot en tant que consultant? Quel est l'intérêt, on va dire, du métier de consultant rapporté à une RSSI par exemple? Justement, le mot qui me venait en tête à l'écoute des différentes présentations, c'était vraiment le mot liant. Parce que je pense que nous, en tant que consultants, on a ce rôle de liant entre les RSSI, entre les partenaires qui vont avoir une mission extrêmement technique, extrêmement technologique, entre les gens qui vont être amenés à faire de la gestion de crise ou de l'analyse approfondie de ce qu'est la cybersécurité aujourd'hui dans les entreprises. Je pense qu'on est bien identifié sur notre capacité à épauler les PME, les ETI, les établissements publics sur des actions soit technologiques, qui nous sont demandées par des DSI, par des RSSI, sur des actions de durcissement, sur des actions d'analyse, d'audit. Je pense qu'on est aussi plutôt bien identifié sur notre rôle de formation et de sensibilisation, autant sur les utilisateurs qui sont amenés à utiliser le système d'information au quotidien que potentiellement sur des actions de formation pour des administrateurs, pour des opérateurs de l'infrastructure dans les entreprises. Et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer dans le fait de ramener la stratégie cybersécurité au cœur de la décision des entreprises, d'accompagner les RSSI, les DSI à dire oui, il nous faut un pentest, de refaire la lecture de ce pentest, de dessiner pourquoi il légitime des choix d'investissement. Je pense que n'importe quel directeur général, il sait combien il va investir en outils industriels l'année prochaine. Il sait quel va être son objectif commercial l'année prochaine. Et je pense qu'il doit aussi savoir quel est son objectif cyber de l'année prochaine. Et c'est aujourd'hui notre métier. Charlie, toi, est-ce que tu l'as constaté côté Pentest, alors peut-être plus côté Red Team, qui est une déclinaison de cette partie offensive. Est-ce que tu le constates toi au jour le jour que le point d'entrée c'est toujours l'utilisateur classique? Alors le Red Team, comment je le définis, comment je le distingue du test d'intrusion? J'avais dit plus tôt pour le rappel que le test d'intrusion c'est la photographie. C'est dire ce qui va pas. Le Red Team c'est un peu différent. Le Red Team il n'a pas pour objectif de réduire le risque à ce point-là. C'est stimuler les équipes de défense, mesurer ses capacités de détection et de réponse et simuler les cas d'un réel attaquant vis-à-vis du profil estimé attaquant. Donc dans ce Red Team là et même dans les pentests, on constate qu'il y a deux axes majeurs qui sont un, le technique et deux, l'humain. Quand le technique va pas, c'est quand même souvent à cause de l'humain. Et donc en fait quand on va trouver une vulnérabilité sur tel ou tel système, c'est soit parce qu'il y a quelqu'un en haut qui l'a mal codé, soit parce qu'il y a quelqu'un en bas qui l'a mal implémenté, mal configuré chez lui, mal déployé, soit ça n'a rien à voir avec la technique et on a juste appelé quelqu'un et il nous a filé ses identifiants au téléphone. Et ça c'est plus le cas d'un Red Team. Mais quoi qu'il en soit, on en revient toujours à cette base-là, et qui est expliquée soit parce que les utilisateurs sont pas sensibilisés, ils savent pas faire, soit parce que les utilisateurs sont pas responsabilisés, ils veulent pas faire, soit parce que les utilisateurs n'ont pas le budget et ils vont pas le faire. J'aimerais justement voir, une fois qu'on a eu ces problèmes, qu'on voit toutes ces vulnérabilités, et on peut avoir certaines entreprises qui se font attaquer. Et j'aimerais avoir ton avis, justement, Tanguy, là-dessus, que tu nous expliques un petit peu ton métier. Qu'est-ce que c'est la gestion de crise, en fait? Alors concrètement, la gestion de crise, c'est assez simple. C'est
trouver les meilleurs moyens pour pouvoir contenir, remédier et faire un retour à la normale dans tout simplement les meilleurs délais. Donc là-dessus, c'est là où on va quand même aussi beaucoup utiliser du coup, la couche 8 pour trouver des solutions que nous n'avions pas pu mettre en place en amont. Donc c'est là aussi où malheureusement le RSSI gagne enfin du pouvoir pour pouvoir enfin réaliser ce qu'il demandait depuis des années. Il faut quand même voir du positif de temps en temps. La crise a parfois du bon. On repart des fois d'une table un peu, d'une table rase, d'une feuille presque blanche dans certains cas. Parfois parce qu'on l'a choisi, parfois parce que malheureusement on le subit. Donc finalement la gestion de crise c'est tout simplement gérer la situation d'urgence. Nous sommes au pied du mur et ben maintenant on rebondit et on remet en place tout ce qui aurait déjà dû être mis en place, ou potentiellement qui aurait pu être mis en place en tout cas, pour ne pas se retrouver dans cette situation. On dit parfois qu'il y a deux types d'entreprises, celles qui ont déjà été attaquées et celles qui ne le savent pas encore. La gestion de crise, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste se préparer finalement à prendre conscience qu'on a été attaqué, le traiter, ou alors tout simplement le faire maintenant. Voilà globalement. Est-ce que c'est un métier qui est plutôt aussi proactif ou pas du tout, ou c'est un métier de réaction? Alors non, c'est... Tout ce qui est les préparations, les PCA, PRA, les plans de continuité d'activité, tout ça, est-ce que ça fait partie de la gestion de crise ou c'est plutôt quelque chose qui est du domaine du RSSI? Et c'est totalement proactif également. En réalité, le réactif, l'idéal, c'est de l'avoir préparé. J'aime bien dire qu'il faut anticiper ce que l'on ne peut pas anticiper, préparer ce qui ne peut pas être préparé. Malgré tout, c'est ça également la gestion de crise, c'est finalement quel est le pire cas de figure et le préparer, avancer, toujours le remettre en question. On réalise justement des PRA, on le teste. Finalement, on se rend compte que ce PRA, en le testant, ne fonctionne pas parfaitement. Et bien on l'améliore. Et la gestion de crise, c'est exactement pareil. On se prépare, on simule, on s'organise. Et à partir de là, en fait, l'idée de toute cette préparation, c'est à la fois de réduire le temps de sidération, on en a parlé tout à l'heure dans l'introduction, c'est finalement réduire le temps nécessaire pour pouvoir intervenir, réduire le temps nécessaire pour pouvoir prendre une décision et surtout maximiser les échanges entre les différents intervenants. Typiquement, le RSSI va avoir besoin de bras, il va avoir aussi besoin des métiers et c'est là aussi où les coordinateurs de gestion de crise interviennent. C'est finalement jouer un peu le rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire mettre en musique l'ensemble des acteurs qui vont être nécessaires pour la gestion de crise. Et parmi les acteurs qui sont nécessaires en général, ça, les métiers ont tendance à l'oublier, mais ils en font partie. La sécurité est là pour les protéger et la sécurité aura besoin d'eux le jour de la crise pour pouvoir amener la bonne solution. Sébastien, merci d'être là. Alors toi, tu es plutôt côté manager et j'aimerais savoir si toi, tu as des liens avec justement quelqu'un comme Tanguy qui va lui faire une coordination de gestion de crise. Quelle est ta place, toi, en tant que manager d'équipe au sein d'une équipe cyber? Je suis manager d'une équipe aujourd'hui d'une vingtaine de personnes à peu près aujourd'hui sur Vitrol. On travaille de manière complètement transversale aujourd'hui au sein du groupe. Donc on a des personnes qui interviennent au niveau de la gestion de crise, la gestion aujourd'hui des plans d'activité, plans de continuité d'activité, des gens qui sont également aussi pen-testers et des gens qui interviennent de manière plus large aujourd'hui au niveau effectivement RSSI et CISO, donc les Chief Information Security Officer, au niveau des grands groupes. On est vraiment très transversal et quelque part, j'ai envie de dire, c'est le quotidien quasiment de mon équipe. On est le passager qui a mis le masque d'oxygène avant vous. Prends le recul et le temps nécessaire et ce timing nécessaire pour pouvoir ensuite vous mettre le masque à vous et vous donner le temps nécessaire pour pouvoir ensuite prendre une décision au niveau de vos systèmes d'information. On s'est aperçu que en fait, Airbus est attaqué de front, c'est une première chose, mais également aussi en fait les plus grandes attaques ont lieu principalement aujourd'hui au niveau des tiers qui travaillent pour Airbus. J'aimerais repasser un petit peu sur le côté éducation, formation, etc. Peut-être commencer par Thomas. Ma formation initiale, elle est plutôt non conforme. Hein. J'ai un cursus très général sur un bac échoué avec brio. Et derrière, néanmoins, un BTS qui a duré 2 ans. Et il a fallu rapidement que je me mette au boulot. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, ça, je vous parle de quelque chose qui a lieu il y a une vingtaine d'années, où la cybersécurité n'était pas à l'ordre du jour comme elle l'était aujourd'hui. Il y a des gens plus jeunes que moi à cette table, à cette tribune, qui ont pu démarrer leur cursus professionnel avec de la cybersécurité, donc en sortant d'études qui les a amenés à ça. Mon fond de formation n'a que peu d'importance au regard de ce que je pratique comme métier au quotidien, et c'est plutôt ma capacité à générer de l'empathie, à emmener les gens. J'aime à dire que l'utilisateur, il est le premier et le dernier rempart en matière de cybersécurité, et si on n'arrive pas à l'emmener avec nous, alors toutes les
démarches technologiques qu'on pourrait mettre en œuvre en amont, en aval, seraient des investissements vains. Quand on parle de cybersécurité dans des écoles d'ingénieurs, au tout début des cursus, les jeunes s'imaginent de faire du pentest, du red teaming, de débusquer des vulnérabilités, de s'introduire dans des systèmes à grand renfort de lignes de code vertes sur fond noir. Mais la réalité, notamment pour notre métier de SN, avec des clients qui sont aujourd'hui des PME, des ETI, des administrations, notre travail dans ce sens justement d'avoir cette soft skill qui va ramener de l'intérêt et de placer cette démarche au cœur de la stratégie, elle ouvre le champ des collègues, et je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui est plutôt méconnu par les jeunes entrants à des cursus de formation. Donc faites de la cybersécurité, c'est pas que de la technique. En parlant de technique, Charlie, de quelle couleur est ton terminal du coup? Vert sur fond noir. Vert sur fond noir 100%, parfois noir sur fond vert. Niveau formation, qu'est-ce que tu as fait toi? Mes parents pourront probablement la tester. Quand j'étais petit, j'aimais bien chercher et exploiter des failles, c'était mon grand truc. Et il se trouve que j'aimais bien aussi tout ce qui était informatique et les écrans, hein, ça marche bien. Comprendre comment les choses marchent. Donc en fait, assez tôt, j'avais envie d'aller bosser dans le domaine de la cybersécu, même d'ailleurs, c'était assez précis. Notamment à la sortie du lycée. Je me suis tout de suite dirigé en fait vers une école d'ingé. Pour pouvoir m'ouvrir un maximum de portes, ou en tout cas pas m'enfermer trop, mais en essayant d'être dans un domaine plutôt précis de l'IT. Et donc le meilleur compromis me concernant, entre quelque chose qui coûte pas 15 000 € par an, quelque chose qui me permet d'avoir un diplôme d'ingé et qui me forme un petit peu, c'était l'école d'ingé en réseau télécommunications, donc 5 ans en post-bac, en prépa intégrée. C'était pas un parcours simple, j'ai jamais eu un parcours scolaire qui était excellent. Année après année, je passais à l'année d'après à ma grande surprise. Et puis une fois la 5e année terminée, j'ai pu vraiment commencer à bosser dans ce qui me faisait plaisir. Je pensais que ça allait me former techniquement de façon correcte. Me concernant, ça m'a pas beaucoup aidé. Tout ce qui était informatique, cybersécu, c'est arrivé dans des options sur les 2 dernières années, notamment la dernière année. Par contre, ces 5 années, c'était 5 années de stage en entreprise. C'était 5 années de travail en transverse avec plein de, pas de métiers parce qu'on n'y est pas encore, mais avec des esprits différents, avec des niveaux techniques différents. Et donc j'ai pu bosser avec des gens qui derrière font du consulting, font dans quelques années peut-être du RSSI, du test d'intrusion ou plein d'autres choses. Et donc pour le coup sur l'école d'ingé, ça m'a permis de bosser assez facilement en mode projet, en mode équipe, avec des gens très différents, avec des mindsets très différents, parfois avec des équipes qu'on choisit pas. Et ça c'est vachement utile. Et si ça on le combine avec de l'autodidacte technique, eh ben, c'est pas mal. Sébastien, est-ce que toi, tu as eu une formation plutôt technique et tu t'es tourné vers le côté manager, ou est-ce que, a priori, tu t'es tourné tout de suite vers le côté manager? Comme tout bon ingénieur, on va dire, j'ai commencé par le socle bas, donc plutôt par la partie technique, mais technique au sens large du terme. Ce qui fait aujourd'hui la force de nos, je pense, des principaux acteurs dans le monde de la sécurité de l'information, donc la cybersécurité, c'est la curiosité. C'est la curiosité de dire comment je peux faire pour passer derrière cette barrière et chatouiller un peu l'utilisateur qui est au bout du fil. Tout à l'heure, effectivement, Charlie disait que la formation m'a pas appris grand-chose. C'est pas tout à fait ce qu'il veut dire, en fait. Une formation technique nous apprend à avoir un certain raisonnement logique, comprendre les outils qui nous sont accessibles aujourd'hui, pour pouvoir les utiliser après. Dans mon parcours plutôt généraliste, où je me suis cherché un peu comme Thomas tout à l'heure et disait, parce que j'ai commencé par effectivement le monde de l'énergie, puis ensuite je me suis effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir être accompagné par de très beaux managers aujourd'hui qui m'ont permis de satisfaire mon envie aujourd'hui de relever de nouveaux challenges techniques. Ensuite j'étais responsable produit, donc je me suis mis à développer des passerelles de communication qui m'ont permis de toucher ensuite au monde de la cyber et d'aller chercher ces compétences techniques qui me manquaient. Par contre, moi je vais avoir un a priori parce que j'imagine qu'un RSSI, par définition, il a une formation hyper technique. Est-ce que je me trompe? Je dirais que c'est pas obligatoire parce qu'on a de plus en plus de RSSI qui viennent même du domaine juridique. En fait, on se retrouve avec de plus en plus à traiter de problématiques de contrat, de problèmes de législation, du NIS 2 ou autre, des problématiques d'hébergement de données de santé. Mon domaine. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais gamin. J'ai aimé hacker les systèmes, j'ai aimé comprendre comment ça fonctionne, voir comment on pouvait passer à travers les blocages qui pouvaient être mis. Donc, comme l'indique Sébastien, c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir la curiosité. Il faut aimer ce qu'on fait
Et il ne faut pas prendre un travail pour un aspect, une étiquette ou un salaire. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose où on se retrouve, qui nous plaît et qu'on peut emmener les gens, partager avec eux les problématiques. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à les intégrer dans les problématiques, eh bien, les vulnérabilités restent présentes. Et moi, j'ai fait une école d'ingé avec une spécialisation informatique, mais cette école-là d'ingé, on ne parlait pas du tout de cybersécurité à l'époque. En fait, la cyber, ça n'existait pas. On parlait assembleur, C++ à la rigueur. Après pas mal d'années dans le dur, en commençant par du dev jusqu'à faire des architectures système, des problématiques réseau, d'interconnexion multisystème. Moi, une fois que je m'ennuie, j'aime bien redécouvrir des nouvelles choses. Et donc du coup, j'ai commencé à intégrer des équipes, à avoir des gestions de business units de plus en plus importantes, jusqu'à de la direction de systèmes d'information. Il y a mes passions de jeunes qui sont toujours là, et c'est là où le master spécialisé sur les systèmes complexes en cybersécurité, sur les systèmes complexes pour l'industrie et la défense a permis en fait de rajouter toute une partie de connaissances qui n'existaient pas à l'époque. On retrouve dans des sociétés plus importantes des RSSI qui s'occupent uniquement de certains produits. Donc on va se retrouver avec plusieurs RSSI sur différents domaines et avec un directeur de la sécurité qui va coordonner la stratégie de manière plus homogène. Tanguy, on t'en prie. Merci. Je vais quand même rejoindre aussi les collègues qui ont à peu près le même âge que moi. Concrètement, le bac, je l'ai eu à la surprise générale. J'avais quand même tenté une école d'ingénieur, alors je me destinais plutôt à faire un BTS. Encore une fois, surprise générale, j'ai été pris. Quand j'ai été pris, je me suis dit je bosserai en sécu. C'est ce que je voulais faire, c'était mon petit rêve. J'y croyais pas, mais bon, si on rêve pas un minimum, quand même, la vie est un petit peu fade. Et puis dans cette école, j'ai appris le développement. J'ai appris ce qu'était un serveur. Mais j'ai jamais appris de réseau. Je voulais toucher un petit peu à tout. J'ai fait d'abord un stage en AMOA. Rien à voir, pour quelqu'un qui aime la technique. Je me suis rendu compte que finalement, de l'autre côté obscur, il y avait des gens aussi qui permettaient de réfléchir et de comprendre ce que nous, techniciens, nous devions mettre en place. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre l'intérêt, finalement, de ne pas forcément utiliser l'outillage comme la solution, mais plutôt comme un moyen d'atteindre l'objectif et la solution que l'on s'est fixée. L'année d'après, alternance, j'ai fait de la business intelligence. On n'en avait pas fait à l'école. Je me suis dit, c'est pas grave, on va essayer. Finalement, au milieu de l'alternance, j'ai basculé côté réseau. J'en avais jamais fait. C'est pas grave. J'ai pris un bouquin, conseillé par mon responsable. Je l'ai mangé, littéralement. Et puis, c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir, finalement, pour moi, les 3 briques fondamentales de la sécurité d'un point de vue technique. C'est-à-dire le développement, le système et le réseau. Et à partir de là, en fait, avec ces 3 briques, j'ai eu la chance, grâce en fait à une connaissance, d'avoir un poste en sécurité directement. J'ai bondi finalement sur l'opportunité. Donc c'était au sein d'un SOC, donc Security Operations Center. Et c'est là en fait que tout a commencé jusqu'à assez récemment à devenir consultant. Jusqu'à devenir consultant, en fait, j'étais toujours sur cette approche quand même assez technique, chercher des solutions, puisqu'un ingénieur finalement c'est apporter des solutions à des problématiques, et j'étais vraiment encore sur la technique. La technique, c'est la solution. Non, le consultant, finalement, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est prendre du recul. C'est finalement se rendre compte que y a des gens qui sont très techniques, il y a des gens qui vont permettre finalement de trouver des solutions techniques. Puis il y a des gens qui ne le sont pas. Et c'est là où c'est justement la beauté de la sécurité, c'est que c'est grâce à ces 2 types de personnes qu'on va réussir à trouver les bonnes solutions. L'école ne m'a pas apporté les connaissances et les compétences que j'utilise aujourd'hui. Par contre, l'école finalement, par cette succession d'échecs et de surprises, m'a permis finalement de devenir, je pense, plus humain, justement, dans un monde technique, enfin que tout le monde pense être technique. On va dire le diplôme d'ingé va ouvrir certaines portes plus rapidement. Il faut quand même être honnête, malheureusement en France, on a quand même besoin du diplôme. Dans la majorité des cas, on a quand même la chance d'avoir des gens qui arrivent à passer ce plafond de verre. Mais le diplôme finalement ne fera pas du tout l'expert, ne fera pas du tout la compétence. Et c'est ça qui est beau justement. Simplement pour ajouter un truc sur la formation, j'ai vu dans une série, donc c'est pas de moi. L'école en général est une preuve qu'on s'est pointé pendant 5 ans, qu'on nous a fait résoudre des problèmes un peu compliqués, avec des gens avec qui on n'avait pas envie de bosser, et que probablement qu'on va faire à peu près la même chose dans notre boîte. Du coup ça permet en fait à notre employeur d'accorder une certaine confiance dans notre capacité à gérer des problèmes avec d'autres, et à se pointer à l'heure. Et je trouvais que c'était un peu vrai. Alors après l'école, bien évidemment elle apprend des trucs, sinon ça veut dire qu'on fait rien de la journée. Mais il se trouve que dans la plupart des cas, des collègues avec qui j'ai pu échanger, c'est pas des compétences techniques qu'on a pu utiliser directement à la sortie. Par contre, effectivement, ça nous donne un mindset, et ça nous montre, ça permet quand même de donner un certain profil qui intéresse les recruteurs. Et le diplôme,
c'est quelque chose qui est assez important et qui nous met rapidement dans une case, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. Alors après, il y a certaines écoles qui sont excellentes, qui donnent vraiment un parcours technique super et qui, un peu comme l'alternance en fait, à la sortie de ce cursus, démontrent une compétence et une capacité à faire et à réaliser. Et il y en a d'autres qui vont pour le coup montrer leurs bénéfices un peu plus tard, dans les grilles de salaire, dans les évolutions, dans les reconversions professionnelles, parce qu'en France, c'est un peu comme ça que ça marche. Est-ce que vous avez beaucoup de relations en fait entre tous les métiers? Est-ce que le RSSI va parler avec les pentesters? Est-ce qu'en gestion de crise, vous parlez beaucoup avec les consultants avec les pentesters? Ça, c'est vraiment au niveau prisme métier, justement, qui parle avec qui finalement? En fait, le RSSI a la chance de pouvoir dialoguer, je pense, avec pratiquement tous ces métiers. C'est-à-dire qu'on a aussi bien à traiter les problématiques de gestion de crise qu'à gérer les problématiques de pentest, qu'avoir des consultants en sensibilisation, qu'avoir des équipes sur lesquelles on peut s'appuyer pour nous aider dans ce domaine de la cyber. Le RSSI est vraiment là pour que tout le monde travaille ensemble vers la même direction et vers les objectifs de la société et les objectifs stratégiques de cybersécurité qu'on se fixe. Je dirais complètement, ça fait partie des droits et devoirs. Si on veut bien faire aujourd'hui ce travail qui est de la sécurité des systèmes d'information, on se doit de travailler ensemble. Au sein de mon équipe, j'ai quasiment l'entièreté de ces compétences aujourd'hui présentes. Je travaille aujourd'hui avec d'autres personnes localisées ailleurs en Europe, au sein d'Airbus et Airbus Protect. Donc on se doit aujourd'hui de pouvoir travailler à l'entièreté des compétences autour de la cybersécurité. J'aimerais aussi compléter sur un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas un gars en gestion de crise, non pas un pentester, non pas un RSSI en interne, qui n'ont même des fois pas un DSI. C'est des fois la mission est confiée au DAF, la mission est confiée à quelqu'un dans l'entreprise qui a une appétence particulière avec l'informatique, et qui d'autre que le consultant provenant généralement d'une ESN peut leur expliquer déjà ce qu'est la mission de la gestion de crise ou du RSSI, et il peut les mettre en relation avec ces métiers, ces missions et ces personnes-là. Le consultant, notre métier, il est vraiment fabriqué pour mettre en relation des gens qui ont un besoin, une préoccupation, et l'ensemble de ces métiers qui sont représentés autour de moi. Parfois, on a même des RSSI externalisés qui sont mutualisés, multi-équipes, multi-sociétés, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un lien très, très important. Je vais rebondir du coup, en effet, en gestion de crise, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est réussir à faire travailler tout le monde ensemble de la bonne manière, de la même manière, comme le fait du coup le consultant dans son quotidien. Parfois on a la chance d'avoir un consultant qui a déjà fait ce travail, qui a déjà réussi à initier cette volonté commune de travailler ensemble. Parfois non. Donc c'est là où on a justement besoin de pouvoir mettre en lumière et mettre on va dire en musique l'ensemble des acteurs. Et même sur cette préparation, on peut très bien imaginer réaliser un scénario complet de gestion de crise en situation réelle, sur lequel on va pourquoi pas faire appel à Charlie pour réaliser un exercice de Red Team sans forcément prévenir les équipes techniques. Ça dépend, ça c'est des choix, qui vont du coup derrière devoir potentiellement tester leur PRA en même temps, vérifier que tout fonctionne correctement, communiquer. Alors les communications, là on va les contrôler, ça reste une simulation, on va peut-être pas non plus alerter la Terre entière, mais finalement tout ça, pour le mettre en musique, pour que réussir à atteindre l'objectif, il va falloir que tout le monde travaille ensemble. Et c'est justement ça, encore une fois, la beauté du métier. Très bien, messieurs, merci beaucoup, c'était très instructif. Merci. Merci à vous. Si vous êtes arrivé au bout de ces 4 parties, déjà merci énormément d'avoir tout regardé. Sachez que ça nous fait énormément plaisir. C'est un événement qui nous a pris du temps à préparer et qui a pris beaucoup plus de temps à préparer aux équipes qui nous ont accueillis. Donc déjà, on va les remercier, l'école de l'air et de l'espace et le centre d'excellence en cyberdéfense du milieu aérospatial. Pas facile comme nom. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose de ce type-là. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos impressions. Est-ce que ça vous plaît ce genre de choses-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé voir et qui n'étaient pas là? Pour nous, ça a été l'occasion de rencontrer pas mal de personnes auxquelles on n'a pas accès d'habitude. Donc, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de continuer ce genre d'interview avec des personnes qui travaillent dans les institutions françaises. Bref, merci une fois de plus à tous ceux qui ont participé, regardé ou organisé cet événement. Et on se retrouve bientôt